Tout le monde est là. Bon, bonsoir tout le monde. On va commencer à ouvrir. Donc, les absents donnant pouvoir, Briand Michael qui me donne pouvoir à moi, Marie-Christine Elguen qui donne pouvoir à Jean-Yves Massé, Joucan Richard qui donne pouvoir à Nathalie Bossé, Le Breton Michel donne pouvoir à Agnès Toutan et Demba Loisel qui donne pouvoir à Éric Martin. Secrétaire de séance. Oui. Tu vas pouvoir passer, Sylvie. Ouais. Bon, on va mettre Sylvie Martin. Donc, première délibération, on va passer à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Non? Bon, le Conseil municipal est invité à approuver le procès-verbal du Conseil du 7 juillet 2025 et à autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents liés à cette affaire. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Abstention? Merci. Alors, délibération à l'unanimité. Donc, création d'un 7e poste d'adjoint. Donc, délibération numéro 72. Donc, comme tout le monde le sait, suite à la démission d'Éric Martin et de Martine Prioul, on n'avait pas eu le temps de renommer un 7e adjoint, parce que ça doit se faire dans les 15 jours. Donc on ne l'avait pas fait. Donc là, aujourd'hui, on va le faire. On va rouvrir un poste de 7e adjoint, de façon à ce qu'on revienne comme on était au tout début. Donc le conseil municipal est invité à créer un poste de 7e adjoint, charger le maire de mettre à jour le tableau du conseil municipal et autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Question, vas-y. Paul Caron. Oui. Pour créer un 7e adjoint, il faut que le 6e adjoint ait une compétence. Oui, alors on va y passer après. Alors, ah non, il n'est pas dans les délibérations parce que c'est... Non, c'est avant. Oui, non, mais c'est... Oui, mais la compétence du 7e adjoint, ce n'est pas à passer au conseil municipal, c'est juste un... Oui, c'est interne. Donc oui, la 6e adjointe va avoir des compétences. Elle va voir avec Gisèle pour prendre l'environnement, parce que Gisèle va prendre une partie du CCAS. Donc elle n'a pas le temps de s'occuper de tout. Et comme vous l'aviez dit la première fois, et bon, c'est exact, donc Virginie va prendre l'environnement. D'accord. Mais voilà. Je croyais que Madame Boudin n'avait pas le temps à consacrer. Madame Boudin n'avait pas beaucoup de temps à consacrer. L'environnement prend quand même moins de temps que le CCAS ou que d'autres délégations. Donc, elle va prendre l'environnement. D'accord. Et, voilà. Et elle va prendre... Soit que tu veux la parole, Virginie, ou quoi? Non. Donc, est-ce que vous avez l'intention d'aller aux commissions environnement? Sinon, je ne vois pas l'intérêt de prendre une délégation. Oui, voilà, justement. Donc, oui, elle a l'intention. C'est du temps. C'est l'après-midi. Voilà. Oui. Oui. C'est du temps, il faut du temps quand même, parce qu'il y en a quand même pas mal. Richeux est assez... Alors oui, enfin Richeux, il en a énormément. Non, mais il y en a quand même pas mal. Oui, l'environnement, ça dépend si vous prenez l'eau avec, enfin tout ça, quoi. Mais c'est à 18h le soir, c'est des commissions où Virginie peut demander à son patron de partir un peu plus tôt pour pouvoir y participer. Donc voilà, c'est la seule délégation qui lui posait le moins de problèmes. Voilà. D'accord. Je pense que vous allez faire une commission environnement dans les 6 mois, là? Avec la municipalité, je parle. Hein. Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des avis contraires? Abstention? Alors, plus les pouvoirs. Toi, tu t'abstiens, toi. Florian, abstention. Martine Prioul. Paul Caron. Agnès Toutan. Michel Le Breton, Amandine Gauthier, et Nathalie Bossé et Richard Joucan. Et Éric Martin et Demba Loisel. C'est bon?
Donc c'est bon pour ça. Alors, donc le nombre, ça fait combien ça? 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça, 11? Vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Donc 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 10. D'accord. Donc 10 s'abstiennent. Je le redis de façon à ce que ce soit plus facile après pour la retranscription. Pas qu'on ait à chercher. Donc maintenant, on va passer à l'élection d'un 7e adjoint. Donc on va passer au 7e adjoint. On va passer au bulletin secret. Je vais donner des bulletins secrets. Donc moi, Jean-Yves Blouin se présente comme 7e adjoint. On doit poser la question de savoir si une personne veut se proposer en 7e adjoint. Donc je pose la question. Il n'y en a pas. Donc je vais donner les bulletins et puis on va passer au vote. Non, une proposition. Non, mais il faut que... Non, ça c'est un homme. Ouais. Si? Ah mais si, parce que c'est pour ça que... Ah oui, t'as raison. Ah, excuse-moi. On n'a pas été informé, c'est quand même la moindre des choses. Non, non, du tout. On n'a reçu aucun lettre. Ah oui, je suis aux enveloppes. Oui, vous pouvez faire ça proprement. Même prochaine ici. Jamais. Contre, pour ou abstention? Blanc. Non, c'est pas moi. Alors on marque pas oui ou non, hein, on marque juste le nom de la personne. Ah bon? Pas ou... Oui, enfin si on marque oui ou non, ce sera nul, quoi, tout simplement. Oh, ah bah oui, de toute façon il n'y a que Jean-Yves, donc oui, oui, ok. Ouais, marqué. Ça marche.
Oui, puis il a dit. Adopté. Donc mon compteur n'est pas bon, 117. Pardon. Ouais, je crois qu'il a pas terminé. Oui, monsieur Gauvet, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La part dans deux, une personne importante. Donc, est-ce qu'il est les plus jeunes? C'est Amandine, Comme d'habitude. On les renverse. On va fermer. Voilà. Celle-ci, je le prends comment? Ouais, on va commencer par celui-là. Moi, je prends quand même. Ok. Jean-Yves Blouin. Jean-Yves Blouin. Non. Pour. Contre. On a toutes les cas de figure. Contre. 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 Pour. Pour. Jean-Yves, pour. Pour. Oui. Pour. Jean-Yves Blouin. Jean-Yves Blouin. Jean-Yves Blouin. Jean-Yves Blouin. Jean-Yves Blouin. Ah, pardon. Mais réfractaire. Jean-Yves Blouin. Ça fait. 9 et 10. 10, 15. Par rapport au... Alors, avec 15 pour et 10 contre, Jean-Yves Blouin. Tu vas être... félicitations. 7e adjoint. J'avoue que s'il avait été élu haut la main, on aurait pu applaudir, mais là, il s'est quand même très partagé. Oh bah oui, mais le compte était vite fait, vous étiez 10 déjà, donc bon. Donc il a été bien élu, chez nous du moins. Donc
Donc le conseil municipal est invité à procéder à l'élection du nouvel adjoint conformément aux dispositions de l'article L2122-7 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dire que cet adjoint prendra rang après les autres et occupera la fonction de 7e adjoint et autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Donc on passe plus au vote, c'est fait. Merci à tous. Un petit mot de Jean-Yves, vas-y. Oui, un petit mot. Merci déjà de la confiance que tu m'accordes ainsi que les adjoints. En effet, Madame Toutan, en appartement, ce qui a été prévu... Pardon. J'assure un mi-temps depuis le mois de mars sur cette délégation, en relation très proche avec différentes personnes au CDG 35, soit qui viennent sur place, soit que j'aille sur place. Donc, même en tant que conseiller délégué, j'aurais continué cette mission. Donc voilà, adjoint ou pas, j'aurais continué cette mission qui porte ses fruits. On a retrouvé la confiance de différents interlocuteurs. Le directeur délégué du CDG 35, avec qui on est en relation constante. La responsable de l'unité juridique et déontologique. Le responsable du service conseil et développement. Les responsables des missions intérim et renforts pour des renforts sur des expertises qui nous manquaient. Et ça nous a permis, depuis le mois de mars, de mettre toutes les actions préconisées dans l'audit. À court terme, ont toutes été mises en place au 30 juin. Nous sommes maintenant sur la deuxième partie de l'audit, les actions à moyen terme, qui sont mises en place, avec différentes personnes qui nous rejoignent, y compris des personnes qui étaient en congé maladie et qui vont revenir dans la municipalité et l'équipe municipale. Donc, voilà, juste vous dire que, adjoint ou pas, j'aurais continué, et avec des indemnités de conseiller délégué que j'ai depuis le mois de mars, et ça ne me gênait en rien du tout. Mais moi, vis-à-vis du travail que Jean-Yves effectuait, c'était tout à fait normal qu'il soit adjoint. Voilà. Donc je voulais le faire passer adjoint. Allez-y. Merci, monsieur le maire. Vous avez effectivement peut-être constaté le travail de monsieur Bloin, et très bien. Nous, en conseil municipal, toute l'année 2024, on a pu constater que monsieur Bloin n'allait pas au bout de ses démarches. Donc voilà la raison pour laquelle, je pense, une grosse partie des conseillers se sont positionnés contre. Oui, enfin, une partie des conseillers, c'est-à-dire toute l'opposition, peu importe. Peu importe. Vous dites que M. Bloin n'est pas allé au bout. Moi, je peux vous assurer que M. Bloin va au bout de ce qu'il fait. Le CDG 35 a totalement confiance en M. Bloin et en la municipalité en place actuellement. Hein, complètement. Donc, on travaille avec eux pour faire en sorte de restructurer la mairie, qui, même déjà dès le départ, était en sous-effectif et sous-dimensionné par rapport au nombre d'habitants qu'on peut avoir aujourd'hui. Ah oui, non, mais vous pouvez rigoler, Madame Toutan, c'est le constat du CDG, c'est pas le mien. Voilà. Donc. Moi, je pense, monsieur le maire, qu'il faudrait quand même être honnête, c'est-à-dire que vous êtes en train de sous-entendre que quand vous avez pris la mairie, il y avait déjà un problème de personnel. Le personnel qui était là depuis 30 ans. Vous ne pouvez pas sous-entendre ce genre de choses. Non, je sous-entends que le personnel qui était là depuis 30 ans, arrivé au jour d'aujourd'hui, avait toujours le même nombre de personnel que depuis un certain nombre d'années, qu'ils étaient débordés par le travail, et puis nous, ayant été nouvellement mis en place, on a voulu faire des choses sur la commune, et je pense que ça se voit d'ailleurs. Donc on a voulu faire des choses sur la commune, ce qui fait que ça leur a donné du travail supplémentaire pour des gens qui étaient déjà surbookés. Voilà. Alors ça aurait pu marcher tout à fait encore. Hein. Ça aurait pu marcher si on faisait rien. Pas de problème. Sauf qu'on a été élus pour faire des choses sur la commune. Donc, ouais, voilà. Sauf que moi, je pense qu'ils ont été débordés par votre incompétence. Oui, oui, vous êtes très compétent, vous, monsieur. Très compétent. Donc c'est bon, on va passer à la délibération 74. Monsieur Garçon.
Alors, dans la suite de l'élection du 7e adjoint, donc délibération numéro 74, actualisation de l'annexe liée à la délibération. Il est rappelé au conseil municipal que les maires bénéficient à titre automatique sans délibération d'indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. Pour une commune comme Mignac-Morvan, qui est comprise dans la tranche de 3 500 à 9 999 habitants, le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un maire est fixé à 55% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, appelé également l'indice 1027 actuellement. Le taux maximal de l'indemnité de fonction d'un adjoint est fixé à 22% de cet indice brut terminal. Les conseillers municipaux titulaires d'une délégation de fonction et les conseillers municipaux non titulaires d'une délégation peuvent bénéficier d'une indemnité de fonction dont le taux maximal ne peut être supérieur à 6% de fameux indices déjà rappelés, dans le respect de l'enveloppe indemnitaire globale. Ce qui signifie que, vu les délibérations précédentes, notamment de 2020, portant à 7 le nombre d'adjoints, fixant les rémunérations du maire, des adjoints et des conseillers délégués, vu la délibération du 14 mai 2025 portant suppression d'un poste d'adjoint au maire devenu vacant, ramenant le nombre d'adjoints à 6, vu la délibération numéro 74, vue tout à l'heure, portant élection d'un 7e adjoint, considérant l'obligation de respecter l'enveloppe indiciaire globale composée du montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires, aux adjoints et conseillers délégués en exercice, c'est-à-dire que pour calculer l'enveloppe, on prend 55% du fameux indice terminal 1027 pour le maire, on prend 22% par adjoint pour 7 adjoints, ce qui fait donc un certain chiffre par rapport à l'indice terminal. La proposition, le maire a choisi et a demandé à être payé moins que le maximum prévu, donc 50% au lieu de 55%. Les adjoints, au lieu de voir 22%, c'est 18,4%, ce qui permet de donner 6% par délégué pour respecter dans l'enveloppe globale générale. Donc il convient de modifier à nouveau le tableau récapitulatif de l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal de la commune de Mignac-Morvan. On reconduit le montant des indemnités de fonction du maire, des conseillers adjoints et conseillers délégués au taux suivant. Donc pour le maire, 50% de l'indice brut terminal. Pour les adjoints, 18,40% de l'indice brut terminal. Et pour les conseillers municipaux délégués, au nombre de 4, 6% de l'indice brut terminal, ce qui permet de respecter largement l'enveloppe globale maximale. De préciser que ces indemnités seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice, d'inscrire les crédits nécessaires au budget communal et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Aujourd'hui, on en revient donc au niveau de la répartition à la même situation qu'en 2020. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 6, 7. 7 abstentions. Alors, il y avait Nathalie Bossé, Richard Joucan, Amandine Gauthier, Agnès Toutan, Michel Le Breton, Paul Caron et Martine Prioul. Délibération numéro 75. Admission en non-valeur. L'admission en non-valeur peut être demandée par le comptable dès que la créance lui paraît irrécouvrable
l'irrécouvrabilité pouvant trouver son origine dans la situation du débiteur, insolvabilité, disparition, etc. Ou encore dans l'échec du recouvrement amiable, créance inférieure au seuil des poursuites. Alors, dans le cadre d'un apurement périodique opéré entre l'ordonnateur et le comptable public, le trésorier municipal propose l'admission en non-valeur d'un certain nombre de créances détenues par des débiteurs dont l'insolvabilité ou la disparition sont établies. Elles entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui sont soumis à la décision du conseil municipal. Les recettes proposées à l'admission exceptionnelle en non-valeur en 2025 concernent des produits de cantine scolaire, de garderie ou de centre aéré des exercices 2020 à 2023 qui s'élèvent d'une part à 73,46 € et d'autre part à 136,70 € pour le budget principal de la commune de Minac-Morvan. Ces produits n'ont pu être recouvrés malgré la diligence, les recherches et poursuites effectuées à ce jour par le Trésor public. Ces sommes seront imputées au compte 6541, créances admises en non-valeur. Il est donc proposé d'admettre en non-valeur ces sommes à hauteur de 73,46 € pour la première catégorie de factures impayées, la cantine scolaire, et 136,70 € pour la garderie ou le centre aéré. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ça concerne la même personne? Non, il y a plusieurs personnes. Il y a 4 ou 5 débiteurs. Oui. Oui, merci. En fait, on n'en a pas très souvent des admissions en non-valeur. Non, exactement. Oui. Est-ce que vous faites... Alors, je sais, vous l'avez dit, le trésorier fait le point régulièrement, mais vous n'avez pas de créance de services cantine, garderie, LSH. Vous réussissez à tout recouvrer? Beaucoup, parce qu'on a eu la connaissance des indus, enfin pas des indus, des impayés plutôt, en début d'année pour ces années antérieures, et il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que le Trésor public a recouvré pas mal de factures anciennes, même si les gens ont mis du temps à la payer. Et là, comme on approche de la fin d'année, pour apurer ses comptes, il présente uniquement le solde des factures qui restent en suspens. On va passer au vote. Oui, pardon. C'est bien sur 2020 à 2023. Tout à fait, oui. Donc sur 3 ans. 3 ans. 200 €. Même 4 ans. 2020, 2021, 2022 et 2023. Ce qui ne veut pas dire qu'il en reste encore en trésor des créances. Ça, ce sont pas non. Ça veut dire uniquement que le trésorier a estimé que sur ces créances-là, il n'y a rien à gratter. Oui. Il y en a d'autres qui sont encore en cours. Il y en a encore quelques autres. Mais pas forcément sur ces mêmes rubriques. Et encore 2024-2025. Mais c'est trop tôt pour les admettre en non-valeur. Ce qui se passe, c'est que souvent le trésorier a des retours d'huissier. Pardon. Ce qui se passe souvent, c'est que le trésorier a des retours d'huissier qui sont mandatés pour recouvrer les créances. Et l'huissier répond au trésorier comme quoi il y a eu une procédure de surendettement mise en place par la Cour de France, etc. Et dans ce cas-là, le trésorier estime qu'il a fait son travail, il arrive au bout du bout, il ne pourra pas recouvrer la créance. Mais on a déjà eu ce genre de délibération à prendre sur des exercices antérieurs. On a eu davantage de cotes impayées avec des sommes très importantes, dont une somme très importante pour la même personne. Et si je peux préciser une chose, bien souvent, quand on change de trésorier, les trésoriers font des gros wagons, ils envoient tout à l'ordonnateur, et là, généralement, la facture, c'est pas 200 €, c'est plus du 2000 €. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Délibération numéro 76. Attribution d'une subvention au Fonds de solidarité logement pour l'année 2025. Donc, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a fait une demande à la commune
pour la gestion financière et comptable du Fonds de solidarité logement, ce qu'on appelle le FSL. Le département propose cette aide pour conserver son logement en cas de difficultés financières. Selon les situations, les aides du Fonds de solidarité logement maintien sont attribuées sous forme d'aides non remboursables. Elles peuvent prendre 3 formes. Faire face à une dette en lien avec le logement, loyer, assurance habitation, etc. Fluide, en cas de difficulté de paiement des factures d'électricité, d'eau ou de gaz. Téléphonie, pour faire face à une dette de téléphone fixe ou d'abonnement Internet. Elles peuvent être accordées aux locataires, résidents ou propriétaires occupants dans la limite d'un plafond de ressources. Ce fonds était auparavant géré par la Caisse d'allocation familiale. En 2024, le montant de l'aide perçue était de 431,89 €. On propose de reconduire cette somme pour le même montant en 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est pas une question, c'est un complément d'information. Oui. À savoir que ces fonds-là sont répartis sur les territoires. C'est pas le département à Rennes qui décide, c'est bien des commissions à l'échelle de chaque CEDAS. Et c'est important de le dire parce qu'effectivement chaque commune participe, mais c'est aussi, ça revient directement et ça reste sur le territoire. Voilà. Ouais. Et je ne prendrai pas part au vote parce que je suis présidente de cette commission sur le territoire. On en prend note. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des contre? Donc vote à l'unanimité, moins une voix, puisque on comprend pour quelle raison vous vous abstenez. Enfin, vous ne prenez pas part au vote. Délibération numéro 77. Décision modificative budgétaire numéro 1. Il convient de procéder à une décision modificative, donc la première de l'année, afin de récupérer une avance réalisée dans le cadre d'un marché public. Alors, les mouvements suivants sont proposés. En section d'investissement, dépenses, chapitre 21, compte 2188, moins 41 000 €. Chapitre 041, compte 2315, plus 41 000 €. Puisqu'à chaque fois, je vous rappelle, il y a toujours un équilibre. En section d'investissement, recettes, chapitre 10, compte 10 228, moins 41 000 €. Et chapitre 41, compte 238, plus 41 000. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. À quoi correspondent ces mouvements? Alors c'est l'avance de 5% qui a été payée initialement pour le chantier de la rue de la Liberté. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Je crois que j'ai fini pour ma partie. Donc, délibération numéro 78 en urbanisme, demande de cession d'une parcelle communale. Donc, cette délibération, la 78, elle annule et remplace la délibération numéro 54. Alors, bon, on va faire assez court, hein, vous le savez, c'est pour le terrain de monsieur et madame Schneider, enfin, terrain communal qu'on avait soumis à la vente à monsieur et madame Schneider. Au départ, on avait mis à l'euro symbolique et c'est pas possible. Donc, du coup, cette parcelle de terrain qui fait à peu près 483 mètres carrés a été estimée par le service des domaines à 1 200 €. Donc on l'avait déjà vu ensemble, donc je vais faire court, hein. Donc du coup, on la met à 1 200 €. Alors, le conseil municipal est invité à donner un accord de principe pour la cession d'une parcelle de terrain communal cadastré numéro 356 au profit de monsieur et madame Schneider. Céder cette emprise à monsieur et madame Schneider au prix de 1 200 €, alors hors taxes et hors frais. On ne parle pas de TVA parce qu'il n'y a pas de TVA, mais ce qui veut dire, dans cette phrase, c'est que les taxes
qui incombent sont à monsieur et madame Schneider, le bornage et tous les frais qui vont avec. Voilà. Décider que les frais notariés liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur et décider que les frais de bornage liés à cette cession sont à la charge de l'acquéreur et autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de vente correspondante et toutes les pièces s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui. Moi j'en ai une, c'est parce que vous marquez une partie de la section cadastrée G360 Oui. et après vous précisez la 356. Oui, parce qu'il y a plusieurs parcelles apparemment. Ah, d'accord. Voilà, mais c'est une grande parcelle de terrain qui appartient à la commune, hein, qui est laissée à l'abandon, qui servait de déchetterie dans le temps apparemment. Voilà. Oui, Madame Toutan. Il a raison, Paul, en fait. Dans le corps, vous avez la section G360 et dans la conclusion, le conseil municipal est invité à donner un accord de principe pour la parcelle G356. Et c'est bien une erreur. Je pense que c'est marqué l'acquisition d'une partie de la G360. Elle n'est pas bornée encore. Non, elle sera bornée. Du coup, les deux parcelles doivent avoir la même référence cadastrale. Le souci, c'est que on avait déjà, elle était déjà passée. Il y avait déjà eu, c'est pour ça qu'elle repasse. Il y avait déjà eu une erreur. C'est embêtant. Alors l'erreur était sur le prix. Elle oui, était pas sur, mais enfin, c'était même pas une erreur. Non, il y avait. Bon, voilà. C'est que ça fait déjà la deuxième fois qu'elle passe. C'est dommage. Oui. Si, de toute façon, vous êtes d'accord. Oui. Vous êtes d'accord. Donc, vous êtes d'accord de modifier soit 360 ou 356. Oui, mais c'est important de bien. Non, mais là maintenant qu'on le sait et que tout le monde est d'accord, voilà. on va bien vérifier le numéro de parcelle si c'est 356 ou 360. On va, étant donné que c'est validé en conseil, voilà. C'est juste pour ne pas qu'elle revienne une autre fois. Oui, non, mais complètement. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont en avoir marre, quoi. Donc, est-ce que... Ça veut dire qu'une partie de la parcelle G360, cette parcelle sera divisée au moins en deux, dont celle qui est vendue par la commune au consort Schneider. Et il y aura donc un nouveau numéro de parcelle qui sera supérieur au numéro actuel. Voilà. Mais c'est bien, effectivement, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux références. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. Bon, à l'unanimité, merci pour eux. Jean-Yves Loin, ressources humaines. Vas-y. Délibération 079, ressources humaines, mise en place du télétravail dans la collectivité. Donc il y a beaucoup de textes, j'ai stabiloté certaines parties, et après je reste à votre disposition pour les questions. Monsieur le maire Olivier Compin rappelle que le télétravail désigne toute forme d'organisation de travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Monsieur le maire Olivier Compin précise que le travail est organisé au domicile de l'agent ou éventuellement dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents contractuels. Alors, il y a un certain nombre de décrets qui sont rappelés. Moi, j'ai stabiloté, vu l'avis du comité social territorial en date du 12 septembre 2024, que j'ai donc imprimé. Donc, c'est un courrier du 26 septembre. Avis du comité social territorial départemental, courrier adressé à Monsieur le maire. Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous informer que le comité social territorial départemental du 12 septembre 2024 a procédé à l'examen du dossier suivant. Saisine CST, mise en œuvre du télétravail. Numéro 192 71 202. Représentant du personnel. Pour 6. Contre 1. Abstention 3. Représentant des collectivités. Pour 7. Le dossier recueille un avis favorable de la part des représentants des collectivités
Je vous prie d'agréer, monsieur le maire. Donc, je voulais vous porter à connaissance que ça a été validé au niveau du CST. Donc, considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur le lieu d'affectation. Considérant que l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Bon, et rappeler un certain nombre de points qui sont numérotés. Alors le premier, 1, donc les activités éligibles au télétravail, communication, après on peut donner quelques exemples par activité, comptabilité, direction générale des services, finances, ressources humaines, urbanisme. Les locaux pour l'exercice du télétravail, le télétravail aura lieu exclusivement au domicile des agents. Plusieurs règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection. D'ailleurs, on a une agent qui a comme projet, en lien avec Infopresta, de retravailler toute l'arborescence du serveur et de le sécuriser, et qui a bien avancé. Donc ça concerne la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité, la traçabilité, l'authentification, la non-réputation et l'imputation. Règle 4. L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. Durant sa pause méridienne, conformément à la réglementation du temps de travail de la collectivité, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. Il y a la modalité d'accès. Et j'ai fait faire une note rectificative que j'ai fait mettre sur les tables, parce qu'à la lecture, je me suis aperçu que il était écrit « La déléguation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu d'exercice des fonctions en télétravail externe. » En fait, le CST est né de la fusion entre le comité technique et justement ce comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc j'ai préféré faire cette annotation rectificative. Modalité de contrôle, on est sur un système déclaratif. Donc le télétravailleur doit remplir périodiquement des formulaires dénommés feuilles de temps. Les modalités de prise en charge par l'employeur des coûts découlant directement de l'exercice, ordinateur portable, accès à la messagerie professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions et des missions. La durée de l'autorisation est d'1 an. Elle peut être renouvelée par décision expresse après entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonction, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme de télétravail ne peut être supérieure à 2,5 jours par semaine, 2 jours et demi. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur non plus à 2 jours et demi. Là, bien sûr, à quelqu'un qui serait en temps plein, 35 heures. On peut avoir un agent qui n'est pas en temps plein et donc on ajuste la répartition entre le temps présentiel et le temps en télétravail. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Un micro? Ah non, non. C'est bon, ça y est. J'avais juste une question à la lecture notamment du descriptif. Il est noté que donc ils auront à disposition un ordinateur portable. Ils sont déjà en possession de ces ordinateurs portables ou ça va devoir être acheté? Non, en ce moment, il y a un parc d'ordinateurs. Enfin, on est en train de renouveler le parc, mais c'est un autre sujet. À chaque fois qu'un agent va demander à faire une partie en télétravail, d'accord, il va lui être alloué un ordinateur portable.
Et aujourd'hui, sur le cas présent, on l'a mis en place parce que ça va être mis en place sur la semaine qui vient. Bien sûr, le matériel existe, il est en place. Et Oui, ils auront l'accès au logiciel. Ils auront 2 postes informatiques, un quand ils sont ici avec un PC fixe et un quand ils sont chez eux avec un PC portable. Comme ça, le logiciel sera 2 fois. Enfin, ils auront accès au logiciel. Est-ce qu'il y a des logiciels? Oui, complètement. Oui. Et j'avais lu aussi qu'ils devaient rester joignables pour les usagers. Est-ce que c'est juste un renvoi d'appel sur leur téléphone portable ou il y a aussi la mise en place d'un téléphone professionnel? Il y a un téléphone professionnel, avec tout dépend de l'objet de l'appel, puisqu'il y a un standard qui a été mis en place qui redirige directement les appels qui arrivent à l'accueil maintenant vers différents Donc nous, on services. appellera, enfin moi, quand je dis nous, c'est un usager appellera directement à l'accueil comme il le fait aujourd'hui, et c'est la personne de l'accueil qui, elle, pourra... Non, tu as un standard qui est mis en place. C'est un standard qui est mis en place. Ça n'a rien à voir avec l'accueil de la mairie. D'accord. Ça arrive sur le numéro de l'accueil de la mairie, sur lequel, si c'est pour la comptabilité, tapez 1 et on est en relation avec le service comptable. Si c'est pour l'urbanisme, tapez 2 et ils sont en relation avec l'urbanisme. Si c'est pour la communication et la culture, etc. Pour tout autre appel, votre appel va être pris en charge. C'était pour alléger tous les appels entrants qui arrivaient et qui étaient une préconisation très forte dans le rapport d'audit, quoi. Donc ils n'auront pas d'intrusion sur leur téléphone privé, en fait, puisqu'il n'y a aucun numéro qui sera il y a un téléphone visible. professionnel, enfin une ligne professionnelle qui leur est dédiée, même quand ils sont en télétravail. Mais qui arrivera quand même sur leur téléphone personnel. C'est un renvoi d'appel, en fait. C'est pas sur leur téléphone personnel, c'est un téléphone pro. D'accord. Un téléphone pro qu'ils ont, et seuls nous avons le numéro. Bien sûr. Et eux, le numéro. Et ils pourront appeler les usagers aussi avec ce téléphone professionnel. Tout à fait. Ah bah oui. Non, mais je parle par rapport aux numéros de téléphone qui peuvent être visibles quand on appelle. Ah oui, d'accord, oui, non. Alors toute cette... il y a une agent qui s'est penchée là-dessus et qui a remis vraiment à plat tout ce qui est, au niveau des agents, j'entends, administratifs, présents en mairie. Toute la partie email, toute la partie téléphone portable, direct, et comment alléger le standard pour que ça arrive directement dans les services. Oui ? Alors moi, je voulais savoir si ça allait engendrer des fermetures supplémentaires Non, rien du tout. en mairie, parce qu'il y aura moins de personnel en mairie. Non. Ah non, du tout. Non. Ça, Ah bah non. Parce C'est qu'on est juste- quand même un service public, donc... Oui. Je pense que quand c'est passé au CST au mois de septembre, ça a dû être évoqué. Et donc, si ça a été approuvé par le comité social territorial, avec 7 pour sur 7 présents dans les représentants du CST, c'est qu'ils ont pris en charge tout ça. Non, c'est vraiment... Je pense que le télétravail, déjà, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire du télétravail. D'accord ? Il faut que ce soit sur le volontariat. La personne qui va commencer cette semaine s'est mis en place avec elle, avec son accord. Donc, le télétravail ne peut se faire que si aussi l'agent est en accord. Et je tiens à dire que ça ne va rien changer à tout ce qu'on a de mis en place en mairie. C'est une personne, on ne va pas citer son nom, mais vous savez très bien qui c'est, hein, vous avez compris de qui on parle. Une personne qui revient, elle va revenir à 60%, et dont 50% télétravail. Voilà. La demande était 2 jours en présentiel, 1 jour en télétravail. Bon, on a accepté la demande. En urbanisme, par exemple, je sais qu'on a eu des habitants qui avaient du mal à obtenir des rendez-vous. Donc, en fait, si en plus on les met en télétravail, comment vont faire les gens, en fait? C'est pas parce que ça doit être à la demande, bien sûr, d'un agent, mais avec, bien sûr, la validation de la direction générale des services. On ne peut pas imposer à un agent de faire du télétravail, mais c'est pas parce qu'il le demande que forcément on va dire oui, ok pour le télétravail. Et d'ailleurs, quand on a cité, moi j'étais très soucieux de voir quel exemple on pouvait mettre. Le télétravail en communication, l'agent qui est ici, si un jour il avait besoin de faire du télétravail, tout ce qui est maquette du bulletin municipal, c'est quelque chose qui se fait très très bien à domicile. Les finances, suivi budgétaire. Les ressources humaines, le suivi des remboursements de Reliance, l'assureur, sur la plateforme par rapport aux arrêts maladie, c'est quelque chose qui peut se faire en télétravail. L'urbanisme, avec la carte ADS, on peut suivre des demandes de permis qui sont déposées numériquement sur le guichet unique.
Donc ça reste quand même des activités très ponctuelles, très ciblées, qui sont compatibles avec du télétravail. Ça ne veut pas dire qu'on veut développer le télétravail. Ça veut dire que cette délibération permet à la personne qui va revenir de pouvoir bénéficier de cette journée-là, une journée par semaine, en télétravail. Si on n'a pas cette alors d'ailleurs, on délibère aujourd'hui le 1er, mais vous verrez que dans la délibération, elle pourra être mise en place, non pas ce vendredi-là, puisqu'il faut 8 jours, mais elle pourra être mise que vendredi de la semaine prochaine en place. Oui, même tout le temps. Oui, merci. Oui, enfin, moi je suis tout à fait favorable au télétravail, il n'y a pas de souci là-dessus. Néanmoins, j'ai relevé quand même quelques points techniques pour lesquels j'aimerais poser quelques questions. Est-il prévu une indemnité de télétravail aux agents qui télétravailleront? Le régime indemnitaire de l'agent reste le même. C'est pas parce que la personne va faire... Le télétravail ne va pas représenter 100% du temps, maximum 50% du temps pour quelqu'un qui est à temps plein, 2 jours et demi, 2 jours et demi. C'est pas la question que j'ai posée. Oui, les indemnités. Le régime indemnitaire, c'est quelque chose de bien précis. Oui. Moi, je parle d'une indemnité de télétravail. C'est-à-dire que la fonction publique a fixé à 21,80 € l'indemnité moyenne pour un mois pour une personne télétravaillant à 50%. Je pose la question, alors c'est pas obligatoire, hein, c'est pas obligatoire. Je pose la question, est-il prévu de verser cette indemnité aux agents qui vont télétravailler? Non, ça n'a pas été mis en place. D'accord. Est-il prévu une pointeuse virtuelle? Parce que là, on se base sur uniquement comment dire, le dire ou les déclarations papier de l'agent. Oui, du déclaratif. L'expérience, moi, m'a apprise qu'il faut être quand même relativement rigoureux là-dessus. Sinon, les dérives sont quand même relativement importantes. Du style, je commence mon télétravail à 7h30, je prépare le petit-déj à mon gamin, enfin, je pointe, enfin, voilà. Alors qu'avec une pointeuse, quand on pointe, on est normalement à son poste. En même temps, Eric, on parle d'une journée de télétravail, semaine. 2,5, c'est ce que j'ai remarqué. 2,5. Dans la délibération. Dans la délibération, mais pour la personne, dans la délibération, 2,5, c'est pour une personne à temps complet. Cette personne-là est à 60%. Elle va faire une journée de télétravail. Mais je note la remarque de... c'est un conseil, c'est pas du tout... Non, on voit bien. Je note, ça coûte quasiment rien. C'est un petit logiciel Baudet qu'on l'on met sur le poste de travail de l'agent, qui l'oblige à cliquer quand il prend son poste. C'est ce qui se fait en entreprise. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. En entreprise, donc je note. Au niveau informatique, tu as soulevé le point, enfin tu as nommé le prestataire, InfoPresta. A-t-on la certitude que le serveur est capable d'encaisser ce qu'on va lui demander là? Parce que là, il va y avoir beaucoup plus de connexions. Le pare-feu, va falloir l'upgrader. Au niveau sécurité, il y a quand même quelques prérequis à prendre. Est-ce que il va y avoir un investissement de fait en matière informatique, notamment sur le serveur? J'ai bien peur, enfin, c'est un conseil aussi, j'ai bien peur que le serveur soit un petit peu... Donc cet objectif n'est pas de développer le télétravail, je le répète. On le met en délibération pour répondre positivement à une personne. Qu'on soit bien d'accord. 2, InfoPresta est informé que ce télétravail peut, ponctuellement, occasionnellement, être mis en place. Donc tout le travail que fait l'agent qui suit ce projet-là, en collaboration avec InfoPresta, est sur 2 objectifs. La sécurité et, je dirais, retravaille toute l'arborescence pour que le serveur soit beaucoup plus efficace. Donc, je dis, ils sont en cours. C'est un travail qui est fait. Ils ont commencé au mois d'avril. Il y a déjà eu 3 réunions avec InfoPresta. Et c'est vraiment un objectif. À mon avis, c'est un travail de moyen terme. J'entends bien. La deadline, quand même, qu'on peut vous donner, quand même, c'est fin février 2026. D'accord, ça va se faire dans le temps, quoi. Oui, je comprends. Mais ça a été intégré. Ok. Dernière remarque, vous n'imposez pas de plage de travail en présentiel. Alors, j'ai bien compris qu'il s'agit d'une personne pour l'instant, que c'est 60%, etc. Pas de souci. En tout cas, dans le cadre que vous définissez ici, il est possible de télétravailler à concurrence de 2,5 jours par semaine pour un temps plein. L'expérience aussi me prouve qu'il est bon, dans le cadre, de définir des jours obligatoires en présentiel. Parce que pour faire des réunions, ça peut être très compliqué.
Moi, j'ai connu des petites guéguerres de service où un tel ne peut pas piffrer une telle ne peut pas voir un tel, et ces gens-là s'arrangent pour ne jamais être ensemble au même moment. Donc là, je vous mets en garde, attention. Tu parles des jours ou des horaires? Des jours? Des jours. Alors, les jours vont être définis d'une façon très simple, en fonction de... Là, par exemple, je vais prendre encore un exemple. C'est avec l'agent qu'on définit aussi la pertinence des jours où il doit être en présentiel. Déjà par rapport à toutes les relations qu'il faut qu'il ait avec d'autres agents pour accomplir les missions qui lui sont confiées. Donc, dans l'exemple que l'on prend, c'est les mardis et jeudis en présentiel, vendredi en télétravail, sur un autre agent. Ça pourra être un lundi et un jeudi. Laissez-moi mon mercredi parce que j'ai mes enfants, etc. Donc, je veux dire, ça se construit avec l'agent. Il faut que ce soit pertinent par rapport aux missions qui sont confiées en télétravail et que ce soit pertinent par rapport, je dirais, aux relations que l'agent doit toujours avoir en présentiel par rapport aux autres agents pour avoir des documents, pour avoir des informations, pour partager un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple. Remettre à jour le règlement budgétaire et financier, créer ou remettre à jour le guide de l'achat public, remettre à jour le règlement du temps de travail. Ça peut se faire tout seul, mais ça demande aussi, peut-être aussi, à aller chercher des documents qui existent déjà. Et il y a juste à les mettre à jour. J'entends bien, il n'y a pas de souci. Mais attention, c'est quand même la collectivité qui doit garder la main là-dessus. Oui. C'est très important. Oui, aussi. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Merci. L'origine, enfin, on ne peut pas imposer, ça doit être du volontariat. La logistique de tout ça, l'organisation et la mise en place se fait en concertation avec l'agent. Et il faut que ce soit pertinent par rapport au fonctionnement et à la qualité du service rendu, qui est toujours l'objectif final. Dernière chose, Agnès, si tu permets. Dernière chose, quand même, il est quand même très important de garder un jour en présentiel pour tous les agents dans la semaine. C'est très important. Le travail, c'est du lien social. Et si on commence... Non, mais ils sont tous en présentiel, il n'y a qu'une seule personne. Voilà, et c'est pas prévu qu'il y en ait une deuxième à venir. Vous allez avoir des membres, forcément. Là, oui. Non. Non, pas forcément. Non, on a fait le tour. Jusqu'à maintenant, non. Non. La science projette jusqu'au mois de mars 2026. On sait qu'il y a une personne qui est demandeuse. Hein. C'est pour ça que le cadre doit être... Oui. Il y a un travail de faire. Oui. Mais le cadre doit être bien... Bien sûr. Donc moi, je m'inscris exactement dans ce que vient de dire Eric. C'était en effet aussi mes préoccupations. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous répétez sans arrêt, mais non, de toute façon, il n'y aura qu'une seule journée. Là, vous demandez au conseil municipal de valider un cadre avec une autorisation de 2 jours et demi de télétravail par semaine, ce qui représente la moitié du temps. Et donc, à partir du moment où un agent demandera la mise en place du télétravail, et vous avez listé tous les métiers tous les postes qui peuvent le faire, la communication, la comptabilité, la DGS, les finances, ressources humaines et l'urbanisme. Et que si, en prenant ce cadre-là, chacun demande une mise en place du télétravail, ça fait 2 jours et demi par service. Et de ce fait, je ne vois pas, et je rejoins Eric là-dessus, je ne vois pas de quelle manière vous allez réussir à cadrer ça, puisqu'ils auront effectivement ce document en disant, nous, on est autorisé, vous nous avez autorisé à demander... Le cadre, on n'a rien autorisé. Celui-ci. Il faut qu'ils fassent une demande. Oui, c'est bien sauf marqué, que le cadre, c'est celui-ci. Le cadre est pour une personne. Voilà. Les autres savent très bien. Mais non. Et après, c'est nous qui autorisons ou pas de faire du télétravail. Bien sûr que si. Pardon, ce n'est pas une personne. Ils peuvent faire une demande, mais c'est nous qui l'autorisons. Vous avez listé tous les postes qui étaient possible de... Il est possible que certaines activités de ce poste, il est pertinent qu'ils puissent se faire en télétravail. Cette délibération, pour raccourcir un petit peu... Non, mais juste pour avancer un petit peu, cette délibération
On ne cite pas de nom d'agent, mais du coup, on peut citer des... faux. Mais on peut citer des gens avec qui on est en relation au service. Voilà. Je suis désolé, Olivier, tu ne peux pas dire ça. Le règlement, il est fait pour tout le monde. Oui. Tous les agents qui sont compris... Il est fait pour tout le monde, mais c'est bien marqué que c'est avec notre approbation. Pour moi, c'est assez sibyllin quand même, hein, c'est assez tendancieux. Quand on relit la délibération, quotité, c'est bien marqué, la quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme de télétravail ne peut être supérieure à 2,5 jours par semaine. Ça veut dire que n'importe qui peut demander 2,5 jours de télétravail par semaine, et si la collectivité refuse, il est en droit de porter le paie. Excusez-moi, mais... on a vu ça avec le CDG, Eric. Bon, je vous laisse la responsabilité. Ceci dit, je suis très favorable au télétravail. Je voulais juste pour aller au bout quand même, sur le côté légal ou pas de ce qui est écrit. C'est pas de ma prose, on est bien d'accord. Ça a été rédigé par le service juridique, Madame Séverine Gobert du CDG 35. Qui nous a dit, si vous passez une délibération sur le télétravail, voilà exactement comment il faut la présenter. Donc, je pars du principe qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît son... Voilà, c'est tout. On l'a pas... J'ai pas inventé ça, si vous voulez. Après, par contre, je note qu'il y a des remarques qui sont faites sur lesquelles, en effet, il faut qu'on reste très vigilant. Tout à fait d'accord. Non, mais je le prends pas. C'est un document qui servira de base, que les municipalités, peut-être dans 6 ans, 12 ans, 15 ans, on sera peut-être toujours sur la même trame, qui aura été, je pense, améliorée, parce qu'on ne peut pas penser à tout, j'en suis bien conscient, c'est pas un procès. Hein. Non, mais moi, là, ça me chiffonne un petit peu. On peut mettre sur demande et moyennant accord. C'est ça. C'est écrit. C'est écrit. Ça fait 10 fois que je le dis. J'arrive pas. Moi, pour ça, je veux faire du télétravail. Je dis, ouais, c'est voté, impeccable. Je demandais 2,5 jours de... Alors, j'aurais dû lire toute la... Vous l'avez lu en totalité avant? Ah bah oui, mais c'est pour ça que j'ai juste habilité quelques paragraphes. Relisez-le. Il faut que l'agent soit volontaire, on ne peut pas l'obliger, mais il faut que ce soit accepté par la collectivité. Ah oui, c'est marqué nulle part qu'il doit y avoir une demande de la part. Non, mais c'est dit. Sur acceptation de la collectivité, c'est pas... Demande, c'est marqué. L'agent doit être volontaire, on ne peut pas le forcer, ça c'est écrit, et sur acceptation de la collectivité. Non. Il y a toujours moyen après d'arranger. Bien sûr. C'est toujours pour 1 an, la durée est pour 1 an, renouvelable, ou pas. Donc à chaque fois qu'on vient d'un accord en télétravail, l'accord est pour une durée d'1 an. Oui. Moi, c'est sur le côté pratique et matériel. Vous disiez que vous alliez renouveler les ordinateurs au fil du temps, au fil de l'eau, c'est ça? Et que vous alliez mettre en place un ordinateur portable? L'ordinateur portable, on l'a déjà, mais les ordinateurs dont Jean-Yves parlait, c'était les ordinateurs de l'école. On est en train de... Mais là, ça ne concerne pas ça. Non, ça ne concerne pas ça, mais vous parliez d'ordinateurs. On est en train de renouveler, on va renouveler petit à petit le parc des ordinateurs de l'école. Dans les ordinateurs de l'école, il y en a qui ne sont pas encore mauvais, qui vont pouvoir nous resservir. Ok. Voilà. Recycler les ordinateurs de l'école. Oui, on recycle. Okay. Voilà. D'accord. Et les téléphones portables, aujourd'hui, les agents ont déjà une ligne, un ordinateur portable, une ligne avec un les agents, oui, les agents, les responsables ont déjà un téléphone portable depuis toujours. D'accord. C'est pas d'aujourd'hui, ils ont toujours eu. S'il vous plaît. Moi, grosso modo, je suis d'accord. Pas de problème. Mais je ne suis pas d'accord sur les 2 jours et demi. Je pense qu'on aurait pu commencer tout simplement par 1 jour. Moi, je connais plein de gens autour de moi, mes enfants, les amis de mes enfants, et tout ça, qui font du télétravail. Ils ont 1 jour par semaine. Et c'est bien. Alors, la formulation suivante ne peut être supérieure à 2 jours 5. C'est pas et de 2 jours et demi. Ne peut être supérieure. Ça veut dire qu'elle peut être inférieure. Et comme il faut l'accord de la collectivité... Quand la porte, elle est ouverte. Mais non, puisqu'il faut l'accord de la collectivité. Bon, on passe à des livres. On va passer au vote. Mais on prend note d'un certain nombre de...
En effet de remarque, le conseil municipal est invité à décider l'instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 8 septembre 2025, de façon à laisser le délai de transmission. Décider la validation des critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus. Dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget et autoriser monsieur le maire ou son représentant à procéder au versement des dites subventions et à signer tous les documents à intervenir dans cette affaire. Qui est contre? Il y a encore une... Oui. Juste, la commission RH s'est réunie pour ça? Alors, on était pris par le temps. Moi, je le voulais. Je le voulais. Mais tout est allé très très vite au mois d'août. La demande que l'on a eue sur le télétravail, il fallait qu'on y réponde avant le 22 août. On a eu la demande fin juillet. Mais j'y ai pensé. Hein. J'ai dit ça mérite vraiment de passer devant une commission RH. Quoi. Ben oui. Non, mais... complètement. Mais après, c'est juste un problème de délai, de gestion de délai qui fait que... Voilà. Mais si on ne vote pas, elle ne peut pas reprendre le travail. Voilà, exactement. On a tout intérêt à le voter. Et elle ne peut pas reprendre le travail. Si. Bon, on va passer au vote. Non, Qui... Une question toute bête, parce que moi je suis à côté de tout ça. Est-ce qu'il y a un avantage pour la commune? Non. Dans le télétravail? Non. Est-ce que ça apporte un avantage au fonctionnement ou au coût? Alors Raymond, ça n'apporte pas d'avantage à la commune, ça apporte juste un avantage que c'est une personne qui était partie, qui revient, et voilà, c'est mieux comme ça pour tout le monde. Tu comprends? Moi, je pense que quand même, quelqu'un qui en fait la demande, c'est qu'il a peut-être besoin de cette journée en télétravail. Si son travail et les missions qu'il va faire en télétravail sont compatibles et qu'on lui dit oui, on parle de bien-être au travail, pour moi, ça en fait partie. Si ça permet d'avoir la même qualité de service et que le travail soit fait, et que c'est une demande de la personne, et que nous, on peut dire oui, je pense que ça fait partie du bien-être au travail, de pouvoir répondre. Et quelqu'un qui est bien dans sa tête, eh bien, il est plus efficace. Moi, c'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, abstention, Madame Bossé avec Monsieur Joucan, Madame Toutan avec Monsieur Le Breton, Madame Prioul et Monsieur Caron. Ouais. Merci. Oh, oui, vas-y. Je vote pour à condition que, mais ça c'est pas la peine de le mettre dans la délibération, je pense qu'on est suffisamment assez intelligent ici pour, à condition de voir ce qui va se passer quand on va mettre ça en place, parce que fatalement il y aura des petits soucis, des petits trucs qui vont... Et puis que ce cadre-là soit évolutif. Donc oui, à condition que le cadre soit évolutif. Moi j'aurais été pour si on est un jour. Donc en abstention, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, moi je rebondis sur la commission RH. Il peut être intéressant au bout de quelques mois de mettre à l'ordre du jour dans la commission RH un peu le bilan déjà. Voilà, qu'est-ce que ça apporte, faire un point et pourquoi pas faire évoluer une délibération et pas figée dans le temps, quoi. Délibération 080, ressources humaines, création d'un emploi permanent sur le grade d'adjoint administratif à temps complet. Donc vous avez dû prendre connaissance de la délibération. Moi j'ai stabiloté quelques éléments au terme du Code général de la fonction publique et notamment des articles L313.1, L542.1 et suivants. Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Et il est rappelé le Code général de la fonction publique avec différentes lois et décrets. Et j'ai stabiloté les paragraphes suivants. Considérant la nécessité de créer un emploi permanent compte tenu de la réorganisation des services administratifs de la commune et afin de conforter et de développer l'action des services municipaux. En conséquence, le maire propose la création d'un emploi permanent de gestionnaire des ressources humaines à temps complet pour exercer les fonctions de gestionnaire de la paye et du personnel
à compter du 8 septembre 2025. Toujours cette date du 8 pour respecter un délai d'une semaine entre la date de délibération et la mise en place. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative au grade d'adjoint administratif territorial. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. La rémunération sera déterminée en prenant en compte notamment les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent, ainsi que son expérience. Cette création de poste permet d'assurer une réorganisation des services administratifs dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut de la fonction publique territoriale. Ces ajustements du tableau des effectifs permettront également de conforter et de développer l'action des services municipaux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. Oui, des questions parce que nous n'avons pas non plus été conviés à cette réunion RH. Donc là, on ne sait pas à quoi ça correspond du tout. On avait validé en conseil déjà, c'était au mois d'avril, des créations de postes. Donc ces créations avaient fait l'objet d'une réunion en amont. Donc à cette époque-là, il n'avait pas été question de créer un nouveau poste. Donc là, on a un poste, on ne sait pas à quoi il va servir. Et je le dis, enfin, pour le RH évidemment, mais je ne suis pas contre du tout, ce n'est pas la question. Mais je dis qu'à un moment donné, il y a des questions qui se posent en dehors des conseils. Et je trouve dommage d'arriver au conseil pour poser ces questions-là. Voilà. Tout à fait. Et de la même manière, ce serait intéressant, puisqu'on parle de RH, que tous les élus du conseil municipal soient informés du mouvement des agents. Là, il semblerait qu'il y ait un nouveau DGS depuis ce matin. On n'a reçu aucun message, aucun mail pour nous informer qu'il y avait un nouveau DGS. C'est intéressant parce que ça nous permet à nous de pouvoir nous adresser à quelqu'un. Ça fait quand même quelques mois qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Et là, c'était une bonne nouvelle d'avoir un DGS et on n'a eu aucune information. Je vais vous répondre sur les deux points. Sur ce dernier point, donc, c'est mieux. Les mails, c'est bien, mais je trouve que justement, il est prévu que le maire, et moi s'il le souhaite, on vous dise un petit mot sur un petit peu les personnes qui sont arrivées. Donc c'était prévu en termes d'information et répondre à toutes vos questions. Hein. Pardon ? Enfin, dans les questions diverses, on peut aussi vous apporter des informations, si vous les souhaitez. Hein. Sachant qu'il va être important que vous ayez en effet cette personne comme interlocuteur pour pouvoir aller vers lui directement plutôt que d'aller vers les agents. À la première question, en effet, oui, commission RH, j'entends. Par contre, on a respecté toutes les actions de court terme et de moyen terme, je reviens à l'audit. Donc c'est passé sur emploi territorial parce qu'on a respecté bien sûr la procédure en termes de recrutement. Hein. On a eu très peu de personnes à se positionner, sauf une personne qui est déjà en place, qui était en portage par le CDG 35, qui est très compétente, qui fait vraiment un travail en tant que gestionnaire RH. Voilà. Donc elle est arrivée en 2024, d'abord sur un CDD, puis ensuite elle a été en portage du 1er janvier au 31 décembre 2025. J'ai vu avec 2 personnes du CDG 35 et qui m'ont dit « Oui, vous avez raison, c'est idiot de continuer le portage. Donnez de la visibilité à vos agents. Si les compétences y répondent à vos attentes, eh bien on peut mettre fin au portage puisqu'il s'est positionné sur l'emploi. Et donc, d'où la proposition à cette personne qu'elle devienne donc stagiaire au 8 septembre 2025. Donc moi, ce qui m'a toujours guidé, c'est est-ce qu'on est bien en phase avec les préconisations qui sont faites. On a la personne, elle est en place, elle est compétente, elle est reconnue ici pour ses compétences. Et elle est en portage, donc il y a toujours un coût de portage. Si on peut la fidéliser en lui disant, écoute, on peut te stagiairiser et qu'elle dit oui,
Sachant qu'on a quand même respecté, bien sûr, la procédure de recrutement. Il y aurait eu d'autres personnes, il y aurait eu, ça a été le cas d'ailleurs sur un autre poste. C'était où quelqu'un qui était ici en partage n'a pas été retenu, bien qu'elle était en portage, parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est positionné sur la plateforme emploi territorial et qui avait vraiment les qualités beaucoup plus requises par rapport aux besoins que l'on avait. Donc, tout à fait, mais je comprends que cette commission RH avait toute sa place. Pour poursuivre mes questions, je pense savoir de qui il s'agit. Et en effet, c'est quelqu'un qui a toute sa place ici. Simplement, il me semble qu'elle ne sait pas faire les bulletins de salaire et que vous avez une délégation au CDG pour établir ces bulletins de salaire. Est-ce que, si c'est bien elle, en tout cas, est-ce que vous envisagez de la faire monter en compétences pour qu'elle puisse être autonome, parce que effectivement, ça coûte très cher à la collectivité que d'externaliser ces bulletins de salaire. Alors, quand elle a pris son poste en tant que portage, c'est quelqu'un qui est très compétente sur tout ce qui est les contrôles, heures de base, heures complémentaires, agent par agent, sachant que si on prend le pôle, par exemple, temps méridien, entretien des locaux, vie scolaire, enfants, jeunesse, on est sur des gens qui sont vraiment temps partiel. Donc, pour le moment, elle transmet au service paye du CDG toutes les informations et il n'y a pas d'erreur. Moi, je souhaitais qu'elle reprenne la paye au 1er septembre, au 8 septembre. Ça nous coûte 610 € par mois. C'est pas rien, je le reconnais. Mais là encore, au CDG, ils nous ont dit pourquoi vous vous embêtez à vouloir rapatrier pour 610 € les bulletins de paye, laissez-la monter tranquillement en compétences. Elle a beaucoup de dossiers à suivre avec Reliance, l'assureur. Il y a des fiches de poste qui ont été remises en place, sur lesquelles elle fait un très gros travail. Donc, c'est dans les objectifs, mais on a suivi le conseil du CDG 35 en disant c'est pas une priorité. Pour 610 €, laissez-la prendre son poste pour le moment et déjà bien remplir toutes les autres missions qu'elle a. Mais l'objectif, c'est bien ça. Et quelle est la formation? On est sur le plan de formation aussi, par agent, pour les faire monter en compétences. Et pour cette personne, oui, il y a en effet la paye. En fait, il n'y a pas que les avantages de... Enfin, le fait d'internaliser les bulletins de salaire, il n'y a pas que cet avantage-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'avantage financier. Et quand vous dites 600 €, ce serait mieux de parler sur l'année à plus de 7 000 €. Oui. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'en réalité, ça apporte plus de souplesse au sein de la collectivité. Et donc, même pour un agent, en fait, c'est intéressant pour lui de monter en compétences. Et c'est vrai qu'elle était là en portage CDG. Donc peut-être que dans ce cas-là, et là je ne sais pas, peut-être qu'elle ne peut pas faire de formation. Mais en tout cas, voilà, ma question c'est, est-ce que cette personne-là, vous avez l'objectif qu'elle monte en compétences et donc qu'elle suive un parcours de formation? Parce que le bulletin de salaire, c'est pas, ça ne s'invente pas. C'est, je veux dire, il faut vraiment une formation approfondie. Et donc voilà, ma question c'est ça. Mais c'est dommage de les poser en conseil. C'est toujours dommage avec vous, mais on mettra à l'ordre du jour de la commission RH aussi le plan de formation qui est en train d'être élaboré, puisqu'on a mis en place toute une collecte des besoins par rapport aux agents, aux postes. Alors, ils émettent des souhaits, après on voit si c'est cohérent par rapport aux besoins de la collectivité, mais ce plan de formation, oui, est en train d'être mis en place, il pourra être présenté dans la prochaine commission RH, oui. Donc, on va passer au vote. Le conseil municipal est invité à adopter la proposition du maire, modifier le tableau des emplois et ainsi procéder à la création d'un poste tel qu'elle proposée ci-dessus. Préciser que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 8 septembre 2025 et autoriser M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'application de cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient? Alors, une abstention, 2 abstentions. Éric Martin et Demba. Merci.
Délibération numéro 81. Hubert. Donc, délibération numéro 81. Alors, c'est une convention de partenariat pour le développement de la lecture publique signée entre le conseil départemental et chaque commune de Saint-Malo agglomération. Donc, voilà, c'est l'annexe que vous aviez, l'annexe 2 de cette convention. Cette convention, elle a pour but d'établir des objectifs communs entre les parties, donc le département et les communes de Saint-Malo agglo, et les rôles de chacun pour contribuer au développement de la lecture publique. Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées, financées par la collectivité ou le groupement dans le relève. La signature du présent document permet aux bibliothèques locales d'accéder aux services de la médiathèque départementale. Le département n'a pas la vocation de promouvoir ou développer un modèle de réseau de bibliothèques. Il vise à favoriser l'adaptation des services au territoire, aux besoins, au contexte et aux choix locaux. Il tend donc à préserver les services au public existants lorsque ceux-ci participent à des objectifs visés. Alors, les orientations en matière de lecture publique que le schéma départemental a promu fixe 3 priorités pour le développement de la lecture publique. S'engager à développer la contribution de la médiathèque départementale dans la démarche développement durable de la collectivité et s'engager à valoriser et accompagner les actions des bibliothèques de son réseau. 2. S'engager à poursuivre l'accompagnement du développement, du rôle social et éducatif des bibliothèques en s'appuyant sur les travaux issus de l'agenda 2030. Et s'engager à consolider la structuration du territoire et les coopérations existantes, en intégrant les éléments de la démarche développement durable. Les coopérations et mutualisations construites ces dernières années avec la montée en puissance des réseaux de bibliothèques ont contribué au développement des offres de services à l'usager. La médiathèque départementale poursuivra donc cette dynamique d'accompagnement pour garantir sa pérennité en contribuant à la réalisation des schémas intercommunaux de développement de la lecture publique, en étant force de proposition en matière de politique documentaire concertée, en prenant en compte les spécificités de chaque territoire dans l'élaboration de la desserte documentaire et en soutenant une offre numérique inclusive et responsable à l'aide de son dispositif d'aide à l'emploi en bibliothèque. Alors pour ces 3 engagements départementaux, tous les volets d'intervention de la médiathèque départementale seront concernés et pourront être mobilisés pour aider les bibliothèques. La formation, la politique documentaire et la desserte, le prêt d'outils et l'animation, le conseil et l'ingénierie. Mais les objectifs communs devront fixer des priorités et phaser les déroulés. Alors, vu la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques, au développement de la lecture publique et notamment son article 10, vu le Code général des collectivités territoriales, etc., vu la charte de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques et le schéma départemental de développement de la lecture publique d'Ille-et-Vilaine, le conseil municipal est donc invité à adopter cette convention de partenariat décrite ci-dessus et jointe en annexe numéro 2 et autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'application de cette affaire, de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je voulais savoir s'il y a un coût annuel. Non, il n'y a pas de coût. Il n'y a pas de surcoût. Non, c'est une convention, formelle. Enfin, je veux dire, voilà, qui n'a pas de surcoût pour chaque bibliothèque. C'est des priorités. C'est en plus du partenariat qu'on a déjà avec les bibliothèques de Plergué et du Tronchet. Voilà. La bibliothèque, maintenant, on peut parler de 3 bibliothèques qui sont mutualisées et qui rentrent dans ce schéma. Donc, mais Plergué a signé également, le Tronchet signe et Mignac signe, indépendamment de cette mutualisation. Juste une précision, justement. En fait, c'est une obligation d'être en réseau pour pouvoir bénéficier du soutien du département. Non. Ouais. Non, c'est un plus. Le fait d'être en réseau, ça vous permet d'accéder à ce schéma de lecture publique et à la médiathèque départementale. La médiathèque départementale, on y avait accès auparavant. Mais les règles ont changé. En fait, les règles ont changé, tout à fait. Il n'y a que Saint-Malo agglomération qui n'a pas pris la compétence lecture publique sur toutes les EPCI d'Ille-et-Vilaine. Et en fait, il y a eu une exception qui a été faite sur ce territoire-là en disant OK, le département peut, mais par contre, il faut qu'il y ait des réseaux qui se soient mis en place. La commune de Saint-Malo, elle signe aussi cette convention. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des contre ?
des pour. Merci. Alors, délibération 83. Donc, partenariat, c'est la convention de partenariat. Ah bah excusez-moi, bah, c'est pas moi. Oui, 82. Daniel. Modification des tarifs périscolaires et du règlement intérieur au service de la garderie municipale. Alors, les tarifs des garderies municipales ont été fixés par délibération 2024-89 du 16 décembre 2024. Les horaires d'accueil sont fixés le matin de 7h à 8h30, enfin plutôt 8h15, puisque 8h15, le groupe est en trajet pour aller à l'école. Et le soir, de 16h15 à 19h. La commission Enfance, Jeunesse, Affaires scolaires s'est réunie le 25 août 2025 et a tenu compte de différents éléments. Alors, le premier concernant les tarifs, en proposant une augmentation légère des tarifs. Alors, de 1 minute à 30 minutes, on passe de 57 centimes à 58 centimes. Tarif 2025. De 31 minutes à 1 heure, 1,14 € en 2024, 1,16 € en 2025. 1h01 à 1h30, 1,71 € en 2024, 1,74 € en 2025. Au-delà de 1h30, 2,28 € en 2024 et 2,33 € en 2025. Et en cas de dépassement de l'horaire d'accueil, 2,28 € en 2024 par quart d'heure et 2,33 € par quart d'heure en 2025. La nouveauté, c'est considérant la nécessité de respecter les taux d'encadrement, considérant les différences constatées entre le nombre d'enfants inscrits en garderie et le nombre d'enfants présents, et afin de gérer au mieux les effectifs communaux en corrélation avec les enfants présents en garderie municipale, il est important que les parents inscrivent les enfants en garderie municipale en amont, suffisamment tôt, de leur venue dans ce service, conformément au règlement intérieur du service. C'est la raison pour laquelle la Commission propose d'instaurer une pénalité de 2,50 € par non-inscription préalable au service de la garderie municipale par enfant et par plage horaire. Ce tarif sera applicable au 1er janvier 2026. Le règlement intérieur de la garderie municipale sera modifié en conséquence. Et les tarifs pour 2026 resteront inchangés. Puisque là, j'ai rappelé les tarifs 2024 et 2025. Oui. Alors, moi, j'ai plusieurs points. Donc, comme le tableau, en fait, c'est juste les tarifs actuels. Voilà. C'est un rappel des tarifs donc, actuels. Finalement, la Commission n'a pas bougé les tarifs. Les tarifs partent de janvier. Voilà. Alors, premièrement, la commission jeunesse s'est pas vraiment réunie parce que j'étais seule avec Madame Elguen. Et l'habitude, alors, une chance que j'étais en vacances parce que sinon, j'aurais pas pu venir. Eric devait travailler également. Enfin, tout le monde travaille les lundis après-midi. On a toujours fait les commissions jeunesse le mercredi pour que tout le monde soit disponible. Or, on s'est retrouvés un peu seuls, finalement, à écouter la responsable avec les problématiques des inscriptions. Je trouve ça dommage parce que c'est un impact quand même de 2,50 € en pénalité. Sur le portail famille, il est bien indiqué que les inscriptions sont obligatoires pour la garderie. Bon, apparemment, les parents ne font pas l'effort, certes, mais là, ça a été bien stabilisé en rouge. Et à mon sens, je vous dis, bon, on en a discuté, hein, nous aussi. Ce serait bien qu'on fasse le point après les vacances de la Toussaint, voir si le fait de l'avoir stabilisé en rouge sur le portail famille, ça a sensibilisé les parents pour pouvoir après éventuellement mettre ou pas la pénalité des 2,50 €. Surtout que là, les tarifs seront à modifier
ou pas, enfin, la commission se positionnera début novembre, puisqu'il faut 2 mois, donc pour être actif qu'en janvier. Donc, personnellement, je trouve qu'on devrait y aller déjà en douceur, c'est-à-dire sensibiliser et après profiter des... Alors, moi, je vais vous répondre après. Oui. Mais, par contre, essayer de faire une commission où on va être plus de 2 à pouvoir travailler. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, c'est stabiloté. Donc, c'est très visible. Quand on voit aujourd'hui qu'on a nos agents qui viennent avec un nombre, parce qu'on a, admettons, 50 enfants d'inscrits et qui se retrouvent avec 90, on n'est pas dans les règles, parce qu'on n'a pas assez d'agents. Donc à un moment, il faut être sympa. Le but n'est pas de faire payer 2,50 €, le but est de faire en sorte que les gens s'inscrivent, de façon à ce que nous, derrière, on puisse mettre en place les agents nécessaires pour le nombre de gamins présents. C'est tout. Mais le portail a été refait, donc là, il est bien stabiloté. C'est justement, il est bien stabiloté, tout le monde le voit très bien. Voilà. Donc celui qui ne met pas ou qui ne l'inscrit pas, je suis d'accord. On n'y peut rien, quoi. Je suis d'accord. Voilà. Mais justement, pouvoir profiter de cette trêve-là jusqu'à la Toussaint, voir si les familles vont être sensibilisées ou pas. Et par contre, on revoit de toute façon les tarifs début novembre. Oui, il faudra lire. Donc on pourra l'associer suivant ce que ça a donné. Alors donc, les parents qui vont écouter, même si on enlève les 2,50 € aujourd'hui, sachez que la prochaine commission, si on voit que ça ne s'est pas amélioré d'ici à la prochaine commission, les 2,50 € seront applicables. Oui, Amandine. Alors, je vais aller dans votre sens, et par rapport aux problématiques de taux d'encadrement et des éventuels accidents qui peuvent arriver quand le taux d'encadrement n'est pas respecté. J'ai pu échanger avec Nathalie. J'étais pas contre le fait qu'il y ait les 2,50 € parce que c'est important que le taux d'encadrement soit respecté. Par contre, moi, j'ai peur aussi aux dérives inverses. C'est-à-dire que tous les parents vont les inscrire et ne vont pas forcément les mettre. Ce qui fait que la municipalité aura mis en place peut-être 6 agents, alors que finalement, il n'y en aura besoin que 3. Ça peut être aussi rétroactif, les 2,50 € dans l'autre sens. Hein. Voilà, mais c'était juste une question. Alors peut-être effectivement attendre la Toussaint pour voir comment ça se passe et peut-être que effectivement tout va très bien se passer. On est à peu près d'accord. Là, je viens d'émettre le fait qu'on enlève les. Mais parce qu'en cas d'accident, on saura que le taux d'encadrement sera vérifié et malheureusement. Complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait Donc du coup, alors si on fait ça, on n'a pas besoin de repasser la délibération parce que les prix sont déjà actuels. Oui, mais... Et sur la délibération, c'est pas noté que le premier quart d'heure est gratuit. Oui, il n'y a que ça. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, c'est bien noté sur le portail. Normalement, on a le droit de modifier la délibération en conseil à partir du moment où tout le monde est d'accord. Oui, là on la passe pas finalement. On peut la passer. Non, mais pour avoir le quart d'heure gratuit, on peut la passer en supprimant. C'est pas indiqué. Ah bon, bah alors c'est bien. Non, c'est pas indiqué. Et du fait que c'est bien stabiloté en rouge, on voit la Toussaint. Et par contre, c'est vrai que si c'était possible d'avoir tout le monde à la commission jeunesse, ce serait quand même pas mal. Ok. Donc on annule, on supprime cette délibération et on verra prochainement. Tout le monde est d'accord avec ça ? Merci. Oui, non, mais ça, ils en reparleront en commission. Voilà. Ok, très bien. Bon, on la supprime. Tu marches, Gisèle ? Ok. Donc, dernière délibération. Alors, c'est le partenariat. Donc, la convention de partenariat pour la gestion du point de contact La Poste, parce que le contrat arrivait à échéance. Donc, il faut qu'on refasse la convention. La convention, c'est entre 1 et 9 ans. Donc nous, on a dit, on part sur 9 ans. Hein, on n'a pas du tout d'intérêt à supprimer la Poste. C'est un service qui sert beaucoup, surtout à nos anciens. Donc le but n'est pas de leur supprimer ça. On touche par la Poste 1 200 € par mois qui nous aide à payer l'agent en place. Voilà, c'est tout. Après, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui, Paul ? Ah, ouais, ouais, c'est pas précisé. Alors ça, c'est la convention faite avec eux aussi. Hein, je veux dire, mais bon, c'est 1 200 €, ouais.
y a d'autres questions? Ouais. Juste une remarque sur la forme. Donc là, j'ai lu, moi, la convention qui est en pièce jointe, bien sûr. Oui. Quand on présente une délibération au conseil municipal, surtout quand on a à l'appui un contrat ou une convention, il convient, avant de la présenter au conseil, de remplir. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de jaunes stabilité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et la forme veut que... Bah non, mais c'est pas moi qui ai dit que c'était stabilité. J'ai entendu parler de stabilité. Oui. Bon, bref. Mais il faut la remplir avant. C'est-à-dire le maire, moi, monsieur Combat, est prévu pour une durée de 9 ans, c'est marqué ici, mais il faut la marquer également dans la convention. Ouais, alors je pense que la personne qui a rédigé la convention ne l'a pas marqué parce qu'elle attend de voir si c'est voté ou pas, quoi. Non, justement, non. Bah. C'est ce que je dis. Il faut vraiment verrouiller la convention au préalable pour la remplir complètement. Donc, qui conventionne quoi avec qui? Elle est valable pour 9 ans, c'est fait ici. Ce que je veux exemplifier, en fait, c'est que quand on lit la convention, c'est marqué « Cette convention est valable pour une période de XXX années ». Il faut la remplir. Non seulement c'est bien pour les gens qui siègent, mais en plus, les autorités de contrôle, c'est-à-dire la préfecture, moi, si je fais ça, je me prends une case dans la croix de la. Okay. Ça ne va pas remettre en cause. Non, bien sûr. Et pourtant, je peux te dire qu'on a une personne en ce moment qui est à faire les délibérations, qui est très très pointue. Donc, voilà. Bon, donc du coup, le conseil municipal est invité à fixer la durée de la convention à 9 ans, valider la convention de partenariat pour la gestion du point de contact La Poste, agent communal, et autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'application de cette délibération. Est-ce qu'il y a des avis contraires? L'abstention? Non. À l'unanimité, merci à tout le monde. Alors maintenant, on va passer aux questions diverses. Non, mais ça, c'est pour vous, ça. Donc, dans les questions diverses, alors, pourriez-vous nous indiquer si la commune a déclaré les pluies de début août en état de catastrophe naturelle, permettant ainsi à nombreux sinistrés de se faire indemniser? Alors, non, on ne l'a pas fait, parce qu'on n'a clairement pas eu beaucoup de personnes à venir. Alors, on en a eu qui sont venus, mais 3 semaines après. Je parle d'une personne en particulier. Elle est venue, mais 3 semaines après. Donc, 3 semaines après, c'est pas pris en compte, visiblement. Enfin, pas en catastrophe naturelle, par la commune, quoi. Après, c'est l'assurance. C'est avec les assurances que ça se joue, quoi. Mais c'est pas... Voilà, c'est pas avec nous. Donc non, de toute façon, à la question, non, on n'a pas fait de déclaration en catastrophe naturelle. Oui. Oui, non, mais je dis, il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Oui, tu as été inondé? Madame Toutan? Oui, pardon. En fait, au départ, les sinistrés ne sont pas venus vers vous parce qu'ils ont attendu le retour de leur assurance. Donc ça a pris du temps. Mais je voulais quand même rappeler que la commune à côté a fait la démarche de reconnaître sa commune. Une commune qui l'a reconnue. Oui, mais c'est une commune qui est limitrophe. Oui. Et du coup, là, il y a certains sinistrés qui ne pourront pas être indemnisés parce que la démarche n'a pas été faite. Alors, si, ils pourront être indemnisés, mais c'est plus long. Ils pourraient être indemnisés, un dégât des eaux, ils sont indemnisés, c'est moins long et c'est pris en charge tout de suite si la commune a déclaré le sinistre. Bon. Alors, suite au drame qui s'est déroulé dans la commune de Saint-Jouan-des-Guérets, l'installation d'un banc rouge est-il envisagé sur la commune? Voilà, oui, en effet. Alors, on en a parlé, vous nous en parlez, c'est très bien. On en a parlé en bureau, suite justement à ce qui s'est passé là-bas. Et oui, en effet, on a envisagé d'en mettre un, oui. Qu'est-ce qui vous fait rire, Madame Prioul? C'est bien, parce que Madame Prioul et moi avons déjà posé la question il y a au moins 1 an. Oui, il y a 1 an...
Oui. Vous faites partie de beaucoup de choses, Madame Priou. Mais oui, bien sûr. Mais Madame Thielan, ça vous fait rire? Bah oui, c'est vrai, quand Madame Thielan se vante que je n'ai jamais rien fait en tant qu'adjointe. Oh non, ça, c'est risable. pas vrai, Bon, ça. enfin, peu importe. Peu Ça, importe, c'est ça pas ne me vrai. dérange pas. Maintenant, moi, j'adhère à cet assaut, oui, bien sûr. Tout à fait. Et je très suis bien. ravie qu'il y ait un banc rouge. Merci, Très monsieur bien. le maire. Merci. Alors, la question suivante. L'installation des caméras au niveau du pump track ont-elles permis d'identifier les personnes circulant en moto sur cet espace? Alors, qui est-ce qui a posé la question? Parce que, bien sûr, vous êtes... Non, mais parce que moi, j'ai pas eu la formation que qui que ce soit allé en moto. Donc, si vous l'avez, c'est très bien. Moi, j'ai attrapé un gamin en scooter. Je l'ai attrapé, je l'ai attrapé. Je l'ai attrapé aussitôt, il a bougé une fois, les parents sont attrapés. Voilà. Moi, j'ai attrapé une personne. Après, on n'a pas entendu dire qu'il y avait d'autres personnes à mon père. Et Renaud, tu vois le samedi soir, voilà, il y en a 3 ou 4. Alors, moi, j'y vais très souvent. J'y vais très souvent au pump track. En fait, Et des fois, plusieurs fois par jour. effectivement, c'est 2 roues motorisées. Donc, c'est pas moto, c'est 2 roues motorisées. Et si vous dites que vous n'êtes pas sur place tout le temps, c'est normal, hein, je comprends. Par contre, vous nous aviez expliqué que vous aviez une caméra qui était orientée sur, Oui, complètement. vers le pump track. Hein. Mais là, vous me parliez de moto. Donc, non, mais enfin, la question était une moto. Donc, moi, j'ai pas entendu dire qu'il y avait une moto. Alors, qu'il y ait eu un scooter, Jeannot l'a chopé. Peut-être pas celui-là, je sais pas. Il en a chopé un toujours. Il en a chopé un. Moi, j'y vais, j'en chope souvent. Si vous me donnez une journée avec une date et une heure, je vais demander à ce que ce soit regardé. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est effectivement intéressant d'être très attentif à ça, parce que nous, dans les retours que l'on en a, c'est qu'il y a régulièrement effectivement des 2 roues motorisées à utiliser le pump track. Et comme vous êtes équipés maintenant, allez-y. Enfin, vous pouvez, les identifier. Oui, non, mais complètement. Et si on en chope, croyez-moi qu'ils vont pas y retourner. Ça, c'est une chose qui est sûre. Il y en a un qui roule aussi avec une dirt dans le bourg. J'ai failli le choper la semaine dernière. Quand il m'a vu, je pense qu'il m'a reconnu. Il s'est barré. Il a fait demi-tour, il s'est barré. J'étais à pied. Je vais pas y courir après. Mais je l'ai vu, la moto. Donc, je vais l'attraper à un moment ou à un autre. Voilà, c'était vraiment la question, parce que ça pose des questions sur la... Mais c'est partout, c'est partout. Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, il y a de l'incivilité partout, et je suis assez d'accord. Même sur la voie verte, il y a aussi parfois des 2 roues motorisées. Mais non, mais là, en fait, les sur autres... Sur la voie verte, j'en ai pas vu, moi. Oui, si, moi j'en ai vu. Et sur d'autres équipements, effectivement, il n'y a pas de caméra, mais là, il y a. Donc, vous êtes en mesure de les identifier. Ah non, mais complètement. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Non, mais complètement. Et si, comme je vous dis, une personne est témoin qui a eu un gamin à faire le con avec une moto, il note l'heure, parce que sinon, on va pas s'amuser à regarder la vidéo sur toute la journée, quoi. Mais si vous nous donnez une heure en disant il y a eu un gamin à telle heure, tel jour, on va regarder. Et là, on va le choper. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que le pump track, il est fait pour les gamins, pour les adultes. Mais déjà d'une, il faut un casque. Il y a 3 semaines, là, j'ai viré une personne qui était avec un skate. Quelqu'un qui a 35 ans. Normalement, il sait ce qu'il a à faire. Il n'avait pas de casque. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoute, tu mets un casque ou tu t'en vas. Il m'a dit, tu me vires? Je dis oui, parce que je dis, regarde les gamins qui sont là, eux, ils ont le casque. Si moi, je te laisse en faire parce que toi, tu as 35 ans et que tu es un adulte, tu ne montres pas l'exemple aux gamins. Donc, ils vont se dire, non, mais moi, quand je vais aller les voir après pour les engueuler, ils vont me dire, vous n'avez rien dit à l'adulte qui était là. Donc, il est parti, il n'était pas content, mais il est parti quand même. Voilà, on essaie de faire respecter au maximum, mais on ne peut pas être là 24/24 pour les surveiller non plus, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, merci. La séance est levée.